En 2021, nous leur avons dit, vous diluez les accords de Minsk, vous créez des menaces pour notre sécurité. Signons un traité sur la sécurité européenne qui garantirait cette sécurité sans intégrer qui que ce soit à l'OTAN. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, pour cette vidéo, je vais revenir sur l'allocution de Macron et surtout, je vais remercier l'excellente chaîne, et en plus ça s'appelle l'Excellence Type, qui a permis d'avoir ce moment de vérité de Lavrov, ou en tout cas l'explication qu'on ne donne pas dans les médias mainstream occidentaux. Après que Macron ait fait son allocution et ait dit un certain nombre de choses dont on peut difficilement apporter la preuve du contraire parce que c'est difficile d'avoir des gens qui disent le contraire ou font le contraire, cette chaîne a permis d'avoir accès à une vidéo où on attend Sergueï Lavrov commenter comment la Russie a commencé par dire aux Européens et aux gens de l'OTAN, si vous ne voulez pas de nous, au moins évitons d'en arriver à une guerre. Comment ils l'ont ignoré jusqu'à ce que nous sommes arrivés au point où nous en sommes aujourd'hui. Et comme ça, vous aurez la version de Macron, les raisons pour lesquelles, soi-disant, il trouve que les Russes ont agressé les Ukrainiens sans raison. Nous ne pouvons pas oublier que la Russie a commencé d'envahir l'Ukraine dès 2014 et que nous avons alors négocié un cessez-le-feu à Minsk. Et la même Russie n'a pas respecté ce cessez-le-feu. Et nous n'avons pas été capables de maintenir les équilibres, faute de garanties solides. Aujourd'hui, on ne peut plus croire la Russie sur parole. Et ici, vous aurez l'autre version. Et ça sera à vous-même de vous faire votre propre idée. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Nous n'étions pas aveugles. Dès 2007, à Munich, le président russe Vladimir Poutine avait averti que même si nous travaillons avec l'OTAN, l'Union européenne et le G7 étant déjà membres du G8, il ne fallait pas nous prendre pour des naïfs ou croire que nous ne comprenions ou ne voyons rien. Si nous sommes égaux, alors travaillons sur un pied d'égalité. Nous avons continué. Vladimir Poutine, lors de nombreuses rencontres, a patiemment expliqué à chaque pays et partenaire du camp occidental ce qu'il voulait dire lors de son discours à Munich, au cas où certains n'auraient pas compris. Voilà. Donc, nous avons ici le premier point, ou le premier avertissement, ou la date du premier avertissement, ou l'événement du premier avertissement des Russes envers les Occidentaux pour éviter ce qui arrive aujourd'hui. Et ça ne date pas d'hier. Ça date au moins de l'époque de Sarkozy. On vous dit en 2007, on a dit aux Occidentaux, à l'Union européenne, au G7, il faut travailler sur un pied d'égalité. Et évitons de faire en sorte que la situation ne devienne problématique plus tard. Et là, ils étaient en train de parler de ce qu'ils avaient constaté. C'est que ces gens-là, les Occidentaux, orgueilleux d'avoir gagné la guerre froide, méprisaient les Russes, et étaient en train de revenir sur tous les accords qu'ils avaient en faisant une extension de l'OTAN vers les frontières russes. On a commencé à les prévenir depuis 2007. Et 2007, il ne s'agissait pas encore de l'Ukraine, si je pense bien. Ils venaient de commencer à faire ça et on leur disait déjà que faut vous arrêter. Jusqu'au dernier moment, nous leur avons donné la chance d'éviter un conflit chaud. En décembre 2021, nous leur avons dit, vous diluez les accords de Minsk, vous créez des menaces pour notre sécurité. Signons un traité sur la sécurité européenne qui garantirait cette sécurité sans intégrer qui que ce soit à l'OTAN. Vous venez d'attendre ici, Macron est venu dire quoi? Il a signé un traité, ou il a signé quelque chose avec Poutine. Je vais revenir sur ce moment dans le discours de Macron pour bien le trouver et bien le caler. Et ici, vous attendez, on leur dit en 2021. Ce qui veut dire que sous Macron, et bien après que Macron ait signé avec Poutine, on leur a dit, vous ne respectez pas les accords de Minsk. Trouvons un moyen de garantir la sécurité de l'Europe, de la Russie, sans intégrer qui que ce soit. Et vous avez bien attendu, hein, sans intégrer qui que ce soit. Tout en sachant qu'en ce moment-là, quand on leur propose ça, ils ont déjà commencé leurs bêtises. Merkel et Hollande ont déjà signé l'accord qu'ils sont en train de financer l'Ukraine pour en arriver là. Les États-Unis ont déjà fait Maïdan.
Victoria Nuland a déjà mis en place un gouvernement fantôme en Ukraine. Pour en arriver là, Zelensky a été élu et a manqué à sa parole. Parce que Zelensky aussi est venu pleurer en disant que on a signé des papiers avec Poutine. Mais il ne dit pas que lui, il est revenu sur la promesse de son élection. Mais malgré tout ça, en 2021, sachant les informations que je vous ai données, que les Russes, ils savaient que voilà, là, il ne leur restait plus qu'un an pour mettre les Européens devant les conséquences de leurs actes. Parce que passé 2022, ils ne pourraient plus faire ce qu'ils ont fait là, mater l'Ukraine concrètement avec les soldats. La Russie n'aura pas d'autres options que de rentrer en guerre en Ukraine en février 2022. Cette analyse date d'avril 2017. Je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de Peter Zeihan, analyste américain en géopolitique, et on retrouve tout de suite après l'homme qui avait prédit ces opérations russes en Ukraine. Pendant la période soviétique, la Russie contrôlait 9 portes d'entrée, mais après cette période, ils sont passés de 9 à 2. Maintenant, elle n'en contrôle que 2. 3 avec l'annexion de la Crimée, 5 des anciennes portes d'entrée sont à l'ouest. Et pour que la Russie reprenne ses accès, il ne faut pas seulement qu'elle prenne l'Ukraine, mais qu'elle prenne aussi l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la moitié de la Pologne, la moitié de la Roumanie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. Et comment cela va se faire ? Il y a plusieurs possibilités et les Russes ont tous les outils pour le faire. Et les Russes ne voient aucune résistance significative. Les sanctions financières ne les atteignent pas et ne les feront pas se remettre en question. Et on vous retrouve donc, Peter Zeihan, depuis les montagnes du Colorado aux États-Unis. Vous êtes analyste en stratégie géopolitique. Première question, et j'imagine que vous êtes tout sauf devin ou magicien. Visiblement, ça vous fait sourire, ou même rire. Possédez-vous des pouvoirs que d'autres n'ont pas? Parce que vous êtes le seul à avoir annoncé que la Russie allait lancer ses opérations en février 2022. C'était de cela il y a 5 ans. Je ne dirais pas que je suis un magicien, mais ce qui est certain, c'est que je possède des outils que d'autres n'utilisent pas, notamment la géographie et la démographie. Nous avons toujours su que si les Russes arrivaient à survivre en tant que peuple, ils devraient recréer des liens avec les pays voisins qui avaient voulu les envahir avant, notamment l'Ukraine. Donc c'était certain que cela allait arriver. Et d'un point de vue démographique, on voyait bien que la population était en train de s'écrouler. Et 2022 était la dernière année où la Russie avait assez d'hommes pour remplir les rangs de son armée. Donc c'était vraiment maintenant ou jamais. Et on a pu prévoir ça depuis quelques années. En 2021, on leur a proposé. Et vous avez Macron qui vient fanfaronner. Non, mais c'est des méchants. Vous avez Zelensky qui vient pleurer. Non, mais c'est des méchants. Ils respectent pas les accords. On vous dit ici, jusque proche de la dernière minute, ils ont proposé. Signons sans que qui que ce soit ait à mourir, qui que ce soit ait à perdre de l'argent, qui que ce soit n'ait à intégrer quoi que ce soit. Les mecs, ils ont refusé. Mais aujourd'hui, c'est eux les plus mots à pleurer que « Oh mais non, ils ont fait ça !» Nous avons été ignorés. Déjà en janvier 2022, j'ai rencontré le secrétaire d'État américain de l'époque, Anthony Blinken. Il a dit que l'OTAN n'était pas notre affaire. Il pouvait seulement promettre que le nombre de missiles à portée intermédiaire qu'il déploierait en Ukraine serait limité d'une certaine manière. C'est tout. C'est encore de l'hypocrisie, de l'impunité. Et en vrai, alors que tous les Européens, tous les Occidentaux conçoivent que Cuba n'avait pas le droit d'accepter qu'on installe des missiles russes à Cuba, et jusqu'à aujourd'hui Cuba souffre des sanctions, on vous dit qu'en 2021, ils sont venus parler à l'administration Biden de ce problème, et eux, ils leur disaient, mais non, l'OTAN, on ne va pas faire une extension de l'OTAN, et on va mettre des missiles, mais leur portée sera limitée. Tranquille. C'est des fous. Tranquille. Il vient, il dit, genre, je vais mettre des missiles à portée de ta capitale, mais t'inquiète, on va les brider. Et c'était même États-Unis, alors qu'ils font cette provocation, et on vous dit bien qu'ils sont en janvier 2021, je sais pas quoi, qui vont commencer à alerter tout le monde, la Russie va attaquer, la Russie va attaquer. Mais en fait, pour de vérité, c'est eux qui ont donné toutes les raisons légitimes à la Russie de dire, attends, si on ne fait pas ça là, après on est cuit. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, et comme je vous l'ai déjà donné, je vous ai donné la preuve que tout ça c'était su. Que passé 2022, les Russes ne pourraient pas faire une opération d'envergure comme ils ont fait.
Et donc les États-Unis étaient en train d'attirer sur la corde parce qu'ils savaient que les Russes n'auraient pas d'autre choix. C'est soit ils bougent pas et après ils vont les bouffer normalement avec d'autres moyens de sanctions économiques et tout ça, rajoutant la pression, soit les Russes, ils agissent, et là, ils avaient préparé toutes les sanctions qu'ils avaient déjà préparées. Vous n'avez pas vu, dans tous les différents conflits, on a du mal à trouver des sanctions appropriées, mais comme par hasard pour les Russes, toutes les semaines, on trouvait des sanctions appropriées. Bruno Le Maire, celui qui est venu faire tomber la supercherie, avant même qu'on ait mis des sanctions, il était déjà 100% sûr de lui que les sanctions allaient mettre l'économie russe à terre. Ils allaient mettre la Russe à genoux. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Pensez-vous qu'il était aussi certain? Pourquoi? Parce que eux, ils pensaient qu'avec les sanctions qu'ils allaient mettre sur la Russie serait contrainte d'arrêter son opération. Et donc après, ils pourraient s'en prendre à la Russie ou l'affaiblir. Et donc ici, vous avez toute la machination que ces gens-là ont mis. Enfin, ces gens-là ont méprisé les Russes. Quand Poutine leur a dit qu'ils ne respectaient pas leurs accords, qu'ils étaient en train de faire une extension de l'OTAN. Ils ont méprisé ça. Ils ont signé des accords qu'ils n'ont pas respectés. Et même en 2021, quand on leur a dit qu'on évite que la situation ne soit venue, ils sont en train de lui répondre que quoi, on va poser quand même des missiles, mais on va les brider. Et donc, ils savaient qu'ils avaient tout mis en place pour que la Russie agisse. Le but, ce n'était pas d'éviter que la Russie agisse, parce que la Russie, étant donné que c'est un pays qui réfléchit au loin et qui veut défendre ses intérêts, la Russie savait qu'elle n'aurait pas d'autre choix qu'agir. Eux, ils ne voulaient pas que la Russie n'agisse pas, puisqu'on vous dit qu'ils étaient déjà en train de préparer l'Ukraine depuis qu'ils ont signé les accords de Minsk. Et ce qu'ils voulaient, c'est que la Russie agisse pour qu'ils aient légitimement le droit de faire tomber toutes les sanctions qu'ils ont fait tomber sur la Russie, et ainsi de la mettre à genoux, et après d'en faire ce qu'ils voulaient. Je ne sais pas c'était quoi la suite de leur plan. On sait que les Américains comptaient même se procurer plusieurs morceaux de la Russie à cause du sous-sol russe qui est riche, elles aussi, en différents matériaux géostratégiques ou en différents minerais géostratégiques. De l'exceptionnalisme, de la supériorité. Et où cela nous a-t-il mené? Ce n'est pas pour rien que le président Vladimir Poutine a déclaré, lors d'un de ses grands événements l'année dernière, que la situation d'avant février 2022 ne se reproduirait plus jamais. C'est-à-dire qu'il espérait jusqu'en février, tout en comprenant déjà la vanité de ses espoirs. Mais il leur a donné une chance jusqu'au dernier moment. Asseyons-nous à la table, discutons de la sécurité, y compris celle de l'Ukraine, mais de manière à ce que les mesures prises ne sapent pas la nôtre. Tout cela était sur la table. Aujourd'hui, de nombreux hommes politiques, anciens membres du gouvernement et personnalités publiques avec l'esprit de l'escalier, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose en commun avec le paysan russe qui est fort de l'esprit de l'escalier, disent qu'il aurait fallu agir différemment. Mais les choses se sont passées comme elles se sont passées. On vous dit que la situation avant 2022 ne se reproduira plus. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, on ne va pas venir gentiment proposer des solutions aux Européens pour jouer avec eux pour qu'ils se sentent le plus forts. À l'avenir, on va leur dire que voilà, si ça se passe pas comme prévu, eh ben ça se passera mal pour tout le monde. Et on a bien vu que maintenant l'Occident est divisé parce que ce qu'ils avaient prévu pour relégitimer leur domination, et surtout ici, il faut que les autres parties du monde sachent bien, s'ils auraient réussi à faire ce qu'ils ont fait en Liban, en Irak, en Russie, ça en aurait été fini pour le reste du monde. Ils seraient repartis en Afrique et ils auraient tout arraché. Et quand je dis bien tout arraché, ils auraient tout arraché parce que personne n'aurait plus les moyens de se plaindre. La Chine aurait été dépassée par le fait que maintenant elle devrait gérer des problèmes même dans ses frontières, puisque la Chine, je crois, est très proche de la Russie, sur la zone asiatique. Et donc, Dieu sait qu'est-ce qu'ils auraient foutu là-bas. Et donc, peut-être que les autres parties du monde ne le voient pas, mais il faut remercier Vladimir Poutine pour ce qu'il a fait. Comme l'a dit Emmanuel Todd, l'autre partie du monde
tellement on a fantasmé, soi-disant, la supériorité de l'Occident, on pensait tous que, avec les sanctions, ou alors ils pensaient tous qu'avec les sanctions qu'ils ont mises sur la Russie sera à genoux et démantelée. Et donc quand ils ont vu la Russie tenir, ils ont compris que déjà, ces gens-là, c'était des menteurs. Ils n'étaient pas aussi forts qu'ils étaient. En fait, ce qui s'est passé en Russie, ça a été la fin du mythe de l'Occident, la fin du mythe de l'hégémonie, la fin du mythe de tout. Et Trump, lui, il a déjà compris ça. C'est pour cela qu'il est en train de détacher son pays de ces gens-là qui sont en train de couler. Concrètement, ils ont fait leur truc leur truc spécial à l'Union européenne, là-bas. Ce n'est que des conneries. Ils n'ont pas l'argent pour ça. Et je veux vous le dire, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ils n'ont pas l'argent pour ça. Et ça prendra des années, ne serait-ce que pour qu'ils se rapprochent du niveau de la Russie. Et pendant ce temps-là, ils croient que la Russie, qui est déjà en avance sur eux, va se dire, ils investissent de l'argent et on va les laisser rattraper le retard. Voilà les délires qu'il y a dans les têtes des Européens. Et au lieu de prendre tout cet argent, de dépenser dans la tech ou le bien de ces trucs et tout ça, ils vont dépenser ça dans l'armement. Un armement qui ne sera même pas au niveau de celle des Russes dans quelques années. Et pendant ce temps-là, le reste va couler en Europe. Les objectifs sont clairs, les tâches sont définies, comme on le disait déjà en Union soviétique. En parlant de 2022, tout le monde se souvient que vous avez eu de longues négociations avec Antony Blinken. À quel moment avez-vous compris, pour vous-même, qu'il ne serait pas possible de parvenir à un accord? Comment a été prise la décision de lancer l'opération militaire spéciale? Un mois s'est encore écoulé entre vos négociations avec Blinken. J'espérais que la raison et le bon sens prévaudraient, mais c'est l'orgueil qui a prévalu. Non seulement les plans visant à intégrer matériellement l'Ukraine dans l'OTAN, à créer des bases en Crimée, en mer d'Azov, tous ces plans existaient. Mais au-delà de ce dessin géopolitique, l'orgueil a également joué un grand rôle. Voilà. Ouais, je vous l'avais dit. Si la Russie avait pris l'Ukraine sans prévenir, c'était à cause de ça. C'était à cause du plan des Américains de vouloir s'emparer de la Crimée et de construire une base de l'OTAN dessus. Voilà pourquoi les Russes sont venus, ils ont pris la Crimée direct, ils se sont installés dessus. Les Américains pouvaient s'asseoir. C'était parce que l'OTAN était déjà à la manœuvre. Soit l'OTAN, soit les Américains. Ils sont venus là, ils voulaient construire... Regardez où se trouve la Crimée sur une carte. Je mettrai une carte de la Russie. Regardez où se trouve la Crimée sur une carte. C'est comme s'il y a un autre pays qui disait « on va prendre la Corse pour installer notre base ». La France accepterait ça. Mais aujourd'hui, ils viennent se plaindre. Et Zelensky voulait laisser faire ça. Aujourd'hui, il se plaint que la Crimée soit perdue, mais il voulait laisser faire ça. Et donc, on vous dit jusqu'à un mois. C'est pour cela que les États-Unis étaient les premiers à pleurer. Ils savaient bien qu'on leur a proposé des solutions, ils ont refusé. Et après, c'est eux les premiers à commencer à tirer la sonnette d'alarme. Et vous attendez dans les médias français, dans les médias occidentaux, dans les médias mainstream. Ils sont tout le temps en train de dire « Mais les États-Unis avaient commencé à tirer la sonnette d'alarme, on les a pas cru. » Non. C'est pas qu'ils les ont pas cru, les autres pays. Les autres pays savaient que le but, c'était on tire la sonnette d'alarme pour faire croire à nos populations que la Russie est une menace. Mais ce que l'on veut pour de vrai, c'est que la Russie attaque. Comme ça nous servira de plan de base pour les mettre à genoux, pour les dominer une bonne fois pour toutes, pour asseoir notre hégémonie, pour pouvoir créer leur soi-disant, déjà pour donner plus de place à l'OTAN. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, l'OTAN est divisée. Et maintenant, Macron et ses potes veulent se servir encore de la Russie pour justifier leur Europe que les populations ne veulent plus, leur Europe de la défense. Mais ce qu'ils ne disent pas aux populations, c'est que pour créer l'Europe de la défense, on va encore céder plus de souveraineté à l'Europe. Encore bien plus que ce qui était envisagé même avant. Comment cela? Ils disent non et nous devrions accepter. Je n'exagère pas. C'est, de manière crue, ce qui les guidait. C'est triste. Ce n'est pas du bon sens. Ce n'est pas pour rien que Donald Trump ne cesse de répéter, à propos de tout conflit et en examinant la position de l'Amérique, que le bon sens doit prévaloir. Et le bon sens de Washington dicte de rester à l'écart.
Nous nous souvenons que le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a déclaré que la balle était dans leur camp. Pour beaucoup, les négociations à Riyad ont été une surprise. Quel travail préliminaire avez-vous mené et quand l'avez-vous commencé pour que ces négociations aient lieu? Il n'y a eu aucun travail préliminaire. Les présidents se sont contactés à l'initiative de Donald Trump. Ce ballon, le président Vladimir Poutine le lui avait passé en 2018 à Helsinki lors d'une conférence de presse après la Coupe du Monde. C'était le ballon officiel de la FIFA. Donald Trump l'a attrapé, l'a fait tourner et l'a lancé aux membres de sa délégation assis devant lui. Nous partions tous du principe que ce n'était pas Donald Trump qui avait rompu les relations, mais Joe Biden, même s'il s'agit du même pays. Donald Trump en était parfaitement conscient et a appelé lui-même. Juste avant, il avait envoyé en Russie un proche conseiller pour une discussion détaillée. Ensuite, lors de l'appel téléphonique, sur sa proposition, nous avons convenu de nous rencontrer à Riyad. Nous nous y sommes rendus 3 jours après l'appel. Donc, il n'y a eu aucune préparation. Je parle de préparation bilatérale. Bien sûr, chaque équipe s'est préparée. Nous au ministère des Affaires étrangères, eux au département d'État. C'était une conversation tout à fait normale entre 2 délégations. Ce qui est frappant, c'est que cette normalité a été perçue comme une sensation. Cela signifie que nos partenaires occidentaux, pendant le mandat de Joe Biden, ont réussi à amener l'opinion publique mondiale à un état où une conversation normale est perçue comme quelque chose d'extraordinaire. Et ça, une fois de plus, on ne peut pas lui donner tort. Les médias mainstream ont bien travaillé, ont bien diabolisé la Russie. Souvenez-vous de ce que le journaliste américain indépendant Tucker a subi comme dénigrement. Même au sein des parlements européens, ils ont même envisagé de l'interdire de traverser l'Europe parce qu'il était parti donner une interview à Vladimir Poutine. Souvenez-vous de l'hystérie que ces gens-là, ils ont réussi à créer en Europe ou en Occident avec leur propagande anti-russe. Au point qu'il vous dit, même une conversation normale avec Poutine entre 2 présidents, c'est devenu un problème. Et ici, ce qui revient encore à légitimer ce que Donald Trump avait dit et que je vous avais montré, que je peux encore vous montrer ici, au-delà du fait qu'il ait parlé de ce que Blinken a fait, Trump vous dit ici, quand est-ce qu'il a su que ça allait dans le mur? Je ne vois pas comment un pays dans la position de la Russie pourrait permettre à l'Ukraine, juste dans sa position, de rejoindre l'OTAN. Je ne vois pas comment cela pourrait se produire. Bien avant le président Poutine, la Russie était très ferme sur cela, et je crois que la raison pour laquelle la guerre a commencé, c'est que Biden est sorti et a dit qu'il pouvait rejoindre l'OTAN. Il n'aurait pas dû dire cela. Dès qu'il a dit cela, j'ai dit, vous savez quoi? Vous allez avoir une guerre maintenant. Et j'avais raison. C'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Je pense que Biden est incompétent. Lorsqu'il a dit qu'il pourrait rejoindre l'OTAN, j'ai trouvé cela très stupide. J'espère que cette petite analyse d'une partie de cette interview de Sergei Lavrov, que je regarderai en totalité, vous serez très utile à vous-même et que si vous avez la curiosité d'aller le voir, allez-y pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais je vous dis que c'est une curiosité nécessaire pour pouvoir avoir les idées claires, pour pouvoir écouter, pour pouvoir critiquer, pour pouvoir vous faire votre propre opinion. Nous avons entendu les Occidentaux nous raconter que les Russes se sont levés un matin et directement, sans crier gare, sont partis s'attaquer à l'Ukraine. Mais quand vous écoutez cette interview, vous voyez bien qu'il y a eu un entêtement délibéré, méprisant de l'Occident envers les préoccupations des Russes et surtout envers la volonté des Russes de régler pacifiquement ce problème. Aujourd'hui que leur plan à capote, ça devient ils sont les victimes. Bien bon, moi, à mon sens, ils sont les victimes de leur propre orgueil. S'ils n'avaient pas poussé les choses aussi loin, aujourd'hui, ils ne seraient pas en train d'avoir peur pour rien. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.